Ça y est, on y est, 2025 et l'ère des agents IA est enfin là. Cette semaine, on a eu une grosse annonce d'OpenAI qui a lancé Operator. C'est leur tout premier modèle d'agent autonome qui est capable d'agir directement sur le web. Alors comment ça marche ? Eh bien en fait, on donne une tâche à l'agent et il s'occupe de tout. Par exemple, réserver une table pour deux dans un restaurant romantique ou faire les courses adaptées pour une recette spécifique. Et en fait, derrière, ça fonctionne avec un modèle qui s'appelle le CUA, le Computer Using Agent, qui est un modèle qui est basé sur GPT-4 Vision et qui est capable d'interagir comme un humain en utilisant des captures d'écran, une souris et un clavier virtuel. Donc il va vraiment avoir la vision sur les pages internet que vous lui partagerez, ou en tout cas auxquelles il essaiera d'accéder, pour en fait comprendre comment se placent les boutons, etc. et interagir avec tout ça. Donc pour l'instant, le modèle Operator, il n'agit pas directement sur votre machine à vous, ni sur votre navigateur internet, mais plutôt sur un navigateur sécurisé qui se trouve dans le cloud d'OpenAI, ce qui permet en fait une meilleure gestion de la sécurité. Par exemple, il ne pourra pas effacer vos fichiers si vous vous en servez, il ne sera pas capable d'agir directement sur votre poste de travail. Il aura accès en fait aux serveurs qui sont du côté de OpenAI et pas directement à votre navigateur. Alors, comment tester ce nouveau modèle ? Eh bien, comme d'habitude, pour l'instant, c'est disponible uniquement aux États-Unis et il vous faudra un VPN si vous voulez y avoir accès. Et en plus de ça, il faudra débourser les $200 nécessaires pour un abonnement ChatGPT Pro, puisque pour l'instant, les utilisateurs qui ont uniquement un accès au compte ChatGPT Plus ne peuvent pas accéder encore à Operator, même si c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Mais encore une fois, ce sera au début uniquement aux États-Unis et on verra combien de temps il faudra attendre pour que ça arrive en Europe. Mais bon, vous pouvez utiliser un VPN, c'est un petit peu comme le modèle de génération de vidéos Sora, qui n'était pas accessible, qui n'est d'ailleurs toujours pas accessible en Europe, mais auquel on peut accéder quand on utilise un VPN. Bon, après, à garder en tête, pour l'instant, tout ça, c'est pas encore parfait. Certaines actions, elles peuvent un petit peu bugger, mais ça reste une avancée majeure dans le monde des agents autonomes, même si OpenAI ne sont pas les premiers sur le sujet. On se souvient par exemple de Claude qui avait lancé un outil similaire via son API il y a plusieurs mois déjà, et on a aussi maintenant des modèles open source dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, qui sont capables de faire des choses assez similaires. Et voilà, je pense que dans un prochain épisode, j'essaierai de vous faire une démo sur tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes qui sont en train d'arriver sur ces systèmes d'agents autonomes qui sont capables de contrôler votre ordinateur ou de contrôler votre navigateur web pour faire des tâches automatisées. Et encore une fois, gardez en tête que pour l'instant, Operator, il va pas être capable de vous faire des actions ultra avancées, et en plus de ça, il va être globalement assez lent. Et il va beaucoup vous demander à chaque fois qu'il aura des actions un petit peu critiques, si vous êtes d'accord pour les faire ou pas. Par exemple, il ne sera pas capable de faire un paiement si vous lui demandez de vous booker des places pour un concert ou pour un match par exemple de football avec des très bons emplacements. Il sera capable de vous trouver le bon match, de vous trouver les bonnes places. Par contre, derrière, quand il va demander la confirmation, ça, il va falloir quand même que vous validiez de votre côté. Et il faut aussi garder en tête que pour l'instant, vu que c'est un outil qui est principalement ciblé sur les États-Unis, il y a pas mal de sites internet qui en Europe vont peut-être pas encore fonctionner tout de suite. Mais voilà, j'essaierai de le tester pour vous dire ce qu'on peut réussir à faire avec ce modèle Operator pour l'instant. On en rediscutera dans un prochain épisode. Ensuite, la deuxième news immanquable de la semaine, c'est l'entreprise chinoise DeepSeek dont on a déjà parlé avant, qui nous a apporté un nouveau modèle qui s'appelle le modèle R1, qui est un modèle de raisonnement. Et ce modèle, déjà, il est en open source avec une licence MIT. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le modèle open source et le monde de l'open source, il y a plusieurs types de licences qui existent dans ce milieu-là. Et le modèle de la licence MIT, c'est l'un des modèles les plus permissifs. Il permet vraiment aux personnes de faire un peu ce qu'elles veulent avec le modèle. Si elles veulent par exemple avoir une exploitation commerciale du modèle, elles pourront. Si elles veulent le réutiliser, modifier le code, etc. C'est des choses qui sont possibles, c'est une licence qui est très permissive et il faut garder en tête que certains des modèles qui sortent en open source, ou plus ou moins on pourrait dire en open source entre guillemets, comme les modèles de Llama, ne permettent pas de faire ce qu'on veut avec le modèle qui est sorti. On peut pas faire exactement ce qu'on veut, les licences sont un petit peu plus restrictives, notamment sur l'aspect usage commercial. La licence que Meta utilise limite l'accès pour les grandes sociétés par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ce modèle DeepSeek R1, il est tellement performant qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs modèles d'OpenAI, comme le fameux modèle O1, dont on a déjà pas mal parlé, qui est un modèle de raisonnement lui aussi, qui sera d'ailleurs bientôt remplacé avec le modèle O3, donc on verra un petit peu si ce modèle DeepSeek R1 tiendra la route face à ce modèle-là, mais en attendant, sur certains benchmarks, ce modèle R1, il est plus performant que le modèle O1.
Et donc DeepSeek, ils annoncent avoir été capables d'entraîner leur modèle pour seulement 5,6 millions de dollars, ce qui est ridicule comparé au coût de développement que ChatGPT par exemple a pu demander. Et malgré en plus de ça, les sanctions américaines qui limitent leur accès à des puces avancées, puisque aujourd'hui la Chine ne peut pas acheter par exemple les dernières puces de chez Nvidia, ce qui limite forcément les progrès qu'ils sont capables de faire dans les intelligences artificielles, puisqu'ils ont une puissance de calcul qui est un petit peu plus limitée. Donc DeepSeek, ils ont quand même réussi un sacré tour de force, puisque avec des moyens qui sont allés a priori plus limités, ils ont été capables de faire un modèle qui est aussi performant que le modèle de ChatGPT, qui a coûté lui bien plus cher, que ce soit en argent ou en puissance de calcul. Et l'avantage du coup de ce modèle-là, c'est qu'il est aussi capable de tourner sur des bien plus petites configurations. C'est un modèle qui va pouvoir tourner sur votre ordinateur par exemple, voire même sur votre téléphone si vous prenez une version un petit peu plus compressée du modèle. Donc il va vraiment pouvoir permettre de nouveaux cas d'usage, de nouvelles applications. Je pense qu'on va voir pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains mois qui vont se baser sur ce modèle DeepSeek. Et en parlant de compression, on suspecte que l'entreprise DeepSeek pourrait avoir utilisé le modèle ChatGPT pour entraîner leur modèle en utilisant des données qui auraient été générées par ChatGPT pour améliorer leur modèle. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement avec de la donnée synthétique. Donc plutôt que d'utiliser de la donnée qui serait écrite par des humains, qu'on peut trouver sur Internet, qui peut se baser sur des livres ou ce genre de choses-là, on va se baser sur de la donnée qui est, elle, générée par un large language model comme ChatGPT par exemple. Et si les prompts qui sont utilisés sont assez pertinents, ça peut permettre quand même de synthétiser pas mal d'informations dans des textes qui peuvent être un petit peu plus synthétiques, on va dire. Et quand on entraîne du coup notre modèle sur ces textes synthétiques, plutôt que d'utiliser le modèle complet, ou en tout cas les données complètes, ça peut permettre d'avoir des performances qui sont assez avantageuses, sans avoir forcément à utiliser énormément de mémoire et énormément de puissance de calcul. Et donc ça pourrait être l'une des stratégies qui aurait pu être utilisée par DeepSeek pour réussir à avoir un modèle aussi performant, même si on est sûr de rien, c'est juste des suppositions, mais ça pourrait être une des stratégies qui aurait pu être utilisée, puisque c'est une des techniques qui est actuellement utilisée pour compresser des modèles un peu plus gros dans des modèles un peu plus petits. À la fin de la vidéo, je vous montrerai quand même comment installer une version locale de ce modèle, puisque c'est quand même très sympa d'avoir une version qui tourne sur son ordinateur où on peut s'en servir sans connexion internet. Je pense que là, si on a des utilisateurs assidus de ChatGPT, vous avez pu constater que cette semaine il y a eu une petite coupure, et donc typiquement avec ce genre de modèle, vous pouvez avoir toujours un large language model sous la main, même si vous n'avez pas internet. Et pour continuer sur la lancée des nouveaux modèles, on va parler de Google qui reste discret mais bien présent. Alors clairement, je ne comprends pas pourquoi Gemini a une aussi mauvaise réputation alors que leur modèle, franchement, il est vraiment bon. Je vous recommande encore une fois d'aller tester tout ça sur le Google AI Studio, et vraiment pour ceux qui ont fait le test, je comprends pas s'il y a des choses que vous appréciez, j'aimerais bien avoir vos retours. S'il y a des choses que vous appréciez sur le modèle, laissez un commentaire. S'il y a des choses que vous trouvez qu'il ne fait pas correctement, pareil, laissez un commentaire, parce que je suis vraiment curieux de savoir pourquoi ce modèle ne marche pas alors qu'il est disponible gratuitement et que je le trouve vraiment hyper puissant. Moi en tout cas, je m'en sers de plus en plus. Je trouve que le fait qu'il ait un contexte de 2 millions de tokens, donc vraiment une capacité de mémoire qui est bien plus grande que les autres modèles, c'est ultra utile. On peut lui donner des documents qui sont bien plus grands que les autres modèles, et donc en plus de ça, il va être encore amélioré, puisque cette semaine Google a sorti une nouvelle version qui s'appelle Gemini Flash Thinking 2.0 Thinking, et ce nouveau modèle, il est capable tout simplement de faire un processus de réflexion comme le modèle R1, comme le modèle O1, et ça va permettre d'avoir des meilleures réponses. Et ce qui est intéressant avec ce modèle Gemini 2.0 Flash Thinking, c'est qu'il a même des meilleurs résultats sur les benchmarks qui sont des benchmarks où les évaluateurs sont des humains, comme LLM Arena. Et moi j'aime bien ces benchmarks parce que je trouve qu'ils permettent de vraiment avoir un meilleur ressenti sur ce que le large language model est capable de faire ou non. Et c'est vrai que c'est des fois un peu plus parlant que de simples benchmarks sur des questions de mathématiques, etc., qui peuvent être un petit peu plus des fois théoriques, et où on a un moins bon ressenti sur les vraies capacités du modèle d'un point de vue humain. Bon alors attention, là on a un énorme projet en vue. OpenAI, SoftBank et Oracle, ils ont annoncé un investissement massif de 500 milliards de dollars sur 4 ans pour construire des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis. Ce projet, il est baptisé Stargate, et il commence avec un gigantesque data center au Texas, mais l'idée est de construire 20 installations similaires à travers tout le pays d'ici 2029. Ces centres pourraient même héberger des puces conçues par OpenAI à partir de 2026. Au-delà de l'impact technologique, ce projet promet de
créer des centaines de milliers d'emplois et de renforcer la position des États-Unis comme leader mondial de l'intelligence artificielle. Certains voient ça comme un Manhattan Project pour l'IA, mais d'autres soulèvent des inquiétudes sur l'impact environnemental et sur les promesses d'emploi qui sont souvent exagérées. Et sur la partie liée à l'environnement, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui parle du sujet justement, puisqu'on a souvent des questions sur l'impact de l'intelligence artificielle et l'IA, et c'est exactement le sujet traité dans cette vidéo. Maintenant, parlons santé. On a déjà parlé de thèmes similaires dans le podcast, mais il faut imaginer que bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait détecter le cancer via une simple prise de sang et même concevoir des vaccins personnalisés en seulement 48 heures. Alors comment ça pourrait fonctionner ? Eh bien l'idée c'est d'utiliser l'IA pour analyser des fragments de tumeurs dans le sang, puis séquencer l'ADN du cancer pour fabriquer un vaccin unique pour chaque patient. Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle, a évoqué cette avancée pendant la conférence de presse du projet Stargate. Pour l'instant, on est encore à un niveau de science-fiction, mais les projets en médecine rendus possibles grâce à l'IA sont bien concrets et on va bénéficier de ces avancées dans les prochaines années. Et quand on voit l'argent massif qui est apporté avec ce projet Stargate, je pense qu'on peut assurément se dire que l'intelligence artificielle va avoir un vrai impact sur notre santé dans les prochaines années à venir. Donc du côté des États-Unis et de la Chine, on a eu des très grosses news cette semaine, mais du côté de la France, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'actu de la semaine, elle est beaucoup moins flatteuse pour la France, puisqu'on a l'intelligence artificielle qui s'appelle Lucie, qui est une IA française censée concurrencer ChatGPT, qui a dû être mise hors ligne 3 jours seulement après son lancement. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ses réponses, elles étaient tout simplement absurdes, voire choquantes. Par exemple, elle a affirmé que les vaches pondaient des œufs et elle a détaillé comment fabriquer de la méthamphétamine. Elle répondait à des requêtes sensibles sans aucun filtre. Les concepteurs de Lucie chez Linagora ont reconnu leur erreur, ils ont lancé l'IA un peu trop tôt et sans garde-fou, et ils espéraient que la communauté allait les aider à l'améliorer, mais bon, on sait que quand on lance ce genre d'IA sur internet, souvent les répercussions peuvent être assez négatives, puisque les personnes cherchent toujours à un petit peu tester les limites de l'intelligence artificielle, et donc là forcément ça n'a pas manqué et ça a fait une très mauvaise presse pour le projet, même si ce dernier continue. Mais bon, on va pas se mentir, quand on voit ce qu'on est capable de faire avec un modèle open source comme DeepSeek, et qu'on voit ce que est capable de faire ce modèle de Lucie, on a clairement l'impression que sur le sujet là, on a facilement 3 ans de retard, et 3 ans de retard en intelligence artificielle, c'est énorme. Du côté de la musique, on a Paul McCartney et Elton John qui sont montés au créneau contre une réforme britannique du droit d'auteur qui permettrait d'utiliser des œuvres artistiques pour entraîner des modèles d'IA. Donc selon eux, cette réforme mettrait en danger les revenus des jeunes artistes et donnerait trop de pouvoir aux géants technologiques. McCartney par exemple craint que les auteurs-compositeurs perdent la propriété de leur création et dénonce une situation où n'importe qui pourrait s'approprier une belle chanson, et Elton John lui parle d'une menace directe pour les revenus des musiciens. Bref, les artistes demandent au gouvernement de mieux protéger leurs droits face à l'essor de l'intelligence artificielle. Et moi je suis un petit peu curieux de voir comment tout ça va avancer, puisque on a 2 startups qui sont dans la génération de musique, Udio et Suno, qui font des modèles qui sont de plus en plus impressionnants et de plus en plus performants, et moi je pense honnêtement que ces modèles ils ont été entraînés sur de la musique qui comporte des droits d'auteur. Quand je vois la qualité de ce qu'ils sont capables de faire, je suis sûr qu'ils n'ont pas été entraînés uniquement sur de la donnée open source ou sur de la donnée qui a été acquise de façon on va dire légitime par ces 2 startups, et donc je pense qu'ils ont utilisé des musiques qui étaient sous droit d'auteur, et on verra donc si ce genre de changement de législation aura un très gros impact sur ces startups qui pour l'instant, je pense pour l'entraînement de leur modèle, ont utilisé des données qui étaient très probablement sous copyright. Ensuite, on a ByteDance, la maison mère de TikTok, qui a lancé un modèle qui s'appelle UI-Tars. C'est un modèle qui est conçu pour contrôler un PC via des clics de souris et le clavier. Il revendique des performances de pointe, mais attention, ce genre d'outil soulève des questions de sécurité, surtout si vous laissez une IA prendre le contrôle local de votre machine, et le contrôle total aussi de cette dernière. Mais bon, je vous préparerai un petit contenu là-dessus pour pouvoir tester ce genre de modèle, mais voilà, il faut faire bien attention, puisque techniquement, il peut effacer vos données, par exemple, et je vous parle pas en plus de l'aspect confidentialité ou autre, donc il faut bien être sûr que le modèle il est bien géré, qu'il est bien géré en local chez vous, que vous envoyez pas forcément vos données sur des serveurs à l'étranger. Donc voilà, après ça reste un modèle qui est assez impressionnant, donc on essaiera de voir dans un prochain épisode si on peut le tester pour voir si on peut avoir des accès de type agent et des actions de type agent grâce à ce modèle. Ensuite, on a une grosse nouveauté chez Perplexity avec cette semaine le lancement de leur assistant IA qui est disponible pour l'instant uniquement sur Android. Et donc l'idée de cet assistant IA, c'est quoi ? C'est d'offrir une alternative sérieuse à Siri ou à Google.
L'assistant, il peut réserver des tables par exemple, ou trouver des recommandations de lecture à partir d'un livre. Vous pouvez par exemple lui envoyer une photo de votre livre et il va déterminer quels sont les livres qui pourraient être intéressants pour vous. Et il peut aussi vous envoyer des résumés d'articles par mail. L'application, elle est capable d'analyser des images, donc vous pouvez lui envoyer directement des photos pour poser vos questions. Et en plus de ça, Perplexity a aussi dévoilé une API qui s'appelle Sonar et qui combine la recherche web en temps réel et un modèle de langage pour justement avoir des résultats plus pertinents. Donc clairement, Perplexity, ils veulent s'imposer comme un acteur clé sur le marché des assistants personnels. Et pour l'instant, Perplexity, ça reste un très bon moteur pour la recherche, même si personnellement je trouve qu'il est encore un peu trop limité au niveau des sources qu'il est capable d'utiliser comme référence, puisque quand on fait des recherches avec Perplexity, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas vraiment accès à l'entièreté des sites internet, il va accéder à uniquement quelques sites pour vous faire une réponse, et parfois du coup sa réponse elle peut être un petit peu limitée, car il n'a pas accès à suffisamment de sources. Bon, ensuite, on a une bonne nouvelle pour les utilisateurs de ChatGPT, puisqu'on a OpenAI qui a confirmé que leur prochain modèle O3 Mini sera disponible pour les utilisateurs de ChatGPT en version de base, donc en version gratuite. Et ce modèle, il devrait être lancé dans quelques semaines, et il promet d'avoir de meilleures performances que le modèle actuel qui s'appelle O1. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si le prochain modèle de O1 ne s'appelle pas O2 mais O3, c'est parce qu'il y a une grosse société de télécom anglaise qui s'appelle O2, et donc je pense que pour éviter d'avoir des soucis ou des procès, ils ont préféré appeler directement leur modèle O3. Et cette annonce d'OpenAI, elle fait suite à l'annonce du modèle DeepSeek R1, et je pense qu'effectivement, ils ont peur potentiellement de perdre des utilisateurs face à ce genre de modèle open source très performant et qui en plus a des coûts réduits, et donc ils vont proposer une alternative gratuite pour leur propre modèle. Ensuite, on a une news qui nous vient de Character AI, qui est connu pour ses chatbots interactifs, et ils ont dévoilé une nouvelle fonctionnalité avec des mini-jeux jouables avec des intelligences artificielles. Donc il y a 2 titres qui sont pour l'instant disponibles. Le premier il s'appelle Speakeasy. L'objectif c'est de faire deviner à un bot un mot sans utiliser certains termes. Et le deuxième il s'appelle War of Words. C'est un duel argumentatif arbitré par une IA. Et cette initiative elle vise à renforcer l'aspect divertissement de la plateforme qui se positionne désormais comme un acteur du gaming IA. Une bonne manière de retenir leurs utilisateurs qui passent déjà en moyenne 98 minutes par jour sur l'application. Et il ne faut pas oublier que cette application elle est énormément utilisée chez les adolescents, notamment aux États-Unis. C'est une application qui est utilisée par énormément de jeunes. Et donc voilà, on verra un petit peu quel impact ça aura, une si forte utilisation de ce genre d'application chez les jeunes. Et voilà, c'est tout pour l'actualité. Je vous fais une petite démo pour conclure l'épisode, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je suis en train vraiment de pousser le contenu vidéo, donc allez faire un petit tour sur la chaîne YouTube pour laisser un petit abonnement. Et si vous êtes déjà en train de regarder ce contenu sur YouTube, c'est le moment de s'abonner. Alors du coup, pour cette semaine, un des premiers outils que je voulais vous montrer, c'est LM Studio. Je vous ai déjà fait une petite démo la dernière fois, mais on va aller y refaire un petit tour. Donc vous allez sur le site lmstudio.ai, et sur ce site, vous allez pouvoir télécharger l'application LM Studio. Donc par exemple pour Mac, Windows, etc. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez pouvoir télécharger ensuite un modèle. Donc voilà, une fois que vous avez installé l'application, une fois que vous êtes dessus, vous allez pouvoir accéder ici à différentes versions de modèles. Donc moi là par exemple j'ai installé une version réduite du modèle Llama 3.2 et j'ai aussi installé du coup une version de DeepSeek R1 qui est une version distillée de Llama 8B, donc de 8 milliards de paramètres. Donc c'est des versions qui sont assez petites pour tourner sur des ordinateurs sans forcément qu'ils soient qu'ils soient très puissants. Donc moi en tout cas sur mon MacBook ça fonctionne très bien. Et voilà, on peut le tester et lui poser des petites questions. Alors on va faire un des tests qui est souvent fait, c'est lui demander combien de R il y a dans le mot strawberry. C'est un test qui est assez populaire puisque au début c'était un test que ChatGPT n'était pas capable de faire puisque un large langage modèle il a beaucoup de mal à compter les lettres. Il faut qu'il comprenne un petit peu le contexte pour pouvoir se mettre à compter et qu'il code généralement un petit bout de texte pour réussir à coder quelque chose et vraiment faire une réponse cohérente. Et donc là, voilà, il va nous faire sa réponse et il nous donne bien la position des lettres. Et si on regarde un petit peu comment ça s'est passé, il a essayé de formuler un petit peu la question de façon analytique pour déterminer combien de fois la lettre R apparaît dans le mot strawberry. Je vais analyser chaque lettre en étapes. Je commence par écrire le mot et sous-souligner. Donc là, il nous a inventé un mot, je pense qu'il voulait dire souligner chaque occurrence de la lettre R. Ensuite, je compterai ces occurrences une par une
pour ne pas commettre d'erreur. Et ce qui est sympa, c'est que nous, on a accès directement à cette partie de réflexion, la partie thoughts ici, donc voilà, pensée entre guillemets. Je crois que j'ai installé une version en anglais de LM Studio, mais il me semble qu'il doit être traduit. Si jamais ça vous perturbe d'avoir une interface en anglais. Mais en tout cas, voilà, ça permet de voir exactement quel raisonnement le modèle a eu pour vous faire sa réponse. Ça permet du coup de vérifier qu'il n'est pas parti n'importe où et n'importe comment. Et ce qui est intéressant avec le fait qu'il soit open source, c'est qu'on peut même le configurer pour qu'il fasse des récurrences forcées entre guillemets. Donc là, c'est pas le cas de ce modèle en particulier, hein, mais il y a certains utilisateurs qui se sont amusés à le forcer à rentrer dans des boucles où à chaque fois on lui dit oui, mais encore. Et comme ça, en fait, le modèle, à la fin de sa réflexion, il relance la réflexion et on peut lui demander de faire des fois 10, 20, 30, 40, 50 passages comme ça, et ça nous permet d'avoir justement une réponse de plus en plus précise. Maintenant, ça ne vaut pas forcément tout le temps le coup, hein, puisque si on lui demande de trop penser sur une question simple, on va perdre beaucoup de temps de calcul, donc c'est pas forcément très pertinent, mais là, comme vous l'avez vu, il est vraiment rapide. Bon, alors on l'a testé sur une question un petit peu différente, hein, référence au guide du voyageur intergalactique, et donc là, on voit un petit peu comment il a fait sa réflexion. Donc on voit aussi que la partie réflexion, par contre, elle est uniquement en anglais, hein, c'est la façon dont il est programmé, hein. Il va faire son processus de réflexion uniquement en anglais, ce qui est plutôt une bonne chose en soi, puisque les données pour l'anglais sont plus présentes, donc du coup, le processus de réflexion peut être plus pertinent s'il est en anglais plutôt que s'il est dans une autre langue. Mais par contre, hein, il nous a bien fait une réponse en français. Donc là, il nous a donné plein d'infos, l'origine de l'univers, la nature de la vie, donc voilà, le sens de la vie, l'univers comme toute chose. Bon voilà, il nous donne plein de choses, l'exploration et le mystère. Franchement, sa réponse, elle est assez simple, assez complète, mais par contre, il n'a pas vu la référence au guide du voyageur intergalactique. Et donc, si vous voulez un modèle du coup qui puisse potentiellement aller un petit peu plus loin, parce que là, il ne faut pas oublier que c'est un mini-modèle qui tourne sur votre machine, hein, donc ça peut être très utile, mais c'est un modèle qui peut plus halluciner et qui n'a pas accès à Internet, et qui du coup aussi est moins puissant, hein, puisque là, vous avez une version réduite, un petit peu compressée du vrai modèle R1, donc il n'aura pas les mêmes performances qu'un modèle comme O1 ou que le vrai modèle R1. Et donc si vous voulez tester le véritable modèle R1, vous pouvez aller tout simplement sur le site de DeepSeek. Et donc là, si je teste sur le site de DeepSeek la même question, on va voir ce qu'il nous raconte, on va voir s'il a la bonne référence. Et voilà, et là tout de suite il a récupéré la bonne référence. Et donc voilà, ça vous permettra de tester ce modèle et vous m'en direz un petit peu des nouvelles. Et dernière chose avant de vous quitter, je vous remontre un petit peu comment utiliser le Google AI Studio, puisque vraiment je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui s'en servent, et encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous en servez, puisque je suis vraiment curieux de savoir si vous trouvez que c'est un modèle qui est pertinent ou pas. Moi je le trouve en tout cas vraiment hyper efficace. Et donc du coup, vous allez sur le site aistudio.google, vous vous connectez avec votre compte Gmail, hein. Et une fois que vous êtes là-dessus, vous allez tout simplement pouvoir sélectionner le modèle ici sur la droite, et vous allez pouvoir lui poser vos questions. Et donc là, on voit qu'on a la version Gemini 2.0 Flash expérimental, qui est donc du coup le modèle qui va vous proposer par défaut, et donc le nouveau modèle qui est le Gemini 2.0 Flash Thinking expérimental, qui lui va être vraiment un modèle plus réfléchi, auquel vous allez pouvoir poser des questions un peu plus complexes. Donc si on lui repose un petit peu la même question que celle qu'on a pu poser au modèle R1 tout à l'heure, il nous fait une belle réponse. Et donc là, il nous a fait tout de suite la référence, voilà, et en plus il nous redonne l'histoire du livre. Et on voit que franchement la réponse elle est super complète, je trouve. Donc vraiment testez-le, faites-moi un retour et dites-moi ce que vous en pensez d'ici le prochain épisode. Bon allez, d'ici là, je vous souhaite de bien vous amuser avec l'intelligence artificielle, d'essayer de l'intégrer un petit peu dans vos workflows, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.